Bonjour, je tiens à remercier le comité scientifique de la SFGMTC pour m'avoir invité à discuter des stratégies post-transplantation dans le cadre de la leucémie myéloïde chronique et de la leucémie lymphoblastique aiguë. Je vais me concentrer sur la leucémie lymphoblastique aiguë Philadelphie positive pour des raisons de temps et aussi pour ce qu'il y a très peu à dire pour les Philadelphie négatives. Voici mes conflits d'intérêts. Comme vous le savez, devenir la leucémie myéloïde chronique a été révolutionné par l'avènement des inhibiteurs de tyrosine kinase. Et comme on le voit sur ce graphique représentant les différentes études du groupe allemand euh, de la leucémie myéloïde chronique avec les différentes stratégies au cours des années, l'imatinib a révolutionné avec une survie à 50-90% et à 10 ans 3%. Le traitement initial de la leucémie myéloïde chronique est l'imatinib pour la plupart des patients. Les inhibiteurs de deuxième génération d'azatinib et d'inélotinib sont utilisés dans le cadre des hauts risques. En deuxième et troisième ligne, on utilise les deuxième génération ou troisième génération nilotinib, dasatinib, bosutinib, ponatinib. Les Américains utilisent également le macétaxine. La place de la transplantation se voit chez les patients intolérants ou sous traitement de ponatinib. Les traitements d'inhibiteurs de tyrosine kinase peuvent engendrer des mutations qui sont vues sur cette table. Et en fonction du type de mutation, on va pouvoir switcher d'un inhibiteur de tyrosine kinase à l'autre. Les mutations ont un impact pronostic dans le cadre de la transplantation, comme représenté sur ces graphiques d'une étude publiée par Elias Jabour il y a 9 ans, montrant que les patients avec mutation ont une survie moins bonne après transplantation. Au niveau du Chronic Malignancy Working Party de l'EBMT, nous avons analysé les transplantations chez les patients souffrant de CML à l'ère des troisième génération. Et ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est qu'il y a eu avant transplantation 1, 2 ou 3 inhibiteurs de tyrosine kinase. Ceci n'impacte pas sur la survie sans progression, la rechute, la mortalité non liée à la rechute. Dans cette étude du Chronic Malignancy Working Party sur 193 patients, on voit que la survie des patients qui sont transplantés en première phase chronique avec un score EBMT bas de 0 à 2 est très bonne, à 80% à 100 mois, ce qui était... Cette étude de registre publiée l'année passée par le groupe suédois qui enregistre tous les patients en Suède montre que la phase au moment de la greffe a une importance. Les patients en première phase chronique ont un meilleur devenir que ceux qui sont en phase plus avancée, chronique 2, 3, ou en phase accélérée ou blastique. Concernant les approches thérapeutiques post-transplantation, on peut avoir soit un traitement de maintenance chez les patients qui ont une MRD négative ou faible, ou un traitement préemptif en cas de MRD qui se positive, comme on le voit ici sur la cinétique, sur ce graphique, et puis en cas de rechute franche, mais on parlera de traitement de rechute. Cette étude publiée il y a 5 ans analysait le traitement prophylactique de nilotinib chez des patients souffrant de leucémie myéloïde chronique en phase avancée ou souffrant de leucémie lymphoblastique aiguë Philadelphie positif. C'est un petit collectif, difficile de tirer des conclusions, mais ça ne semble pas vraiment révolutionnaire avec une survie de l'ordre de 45% à 3 ans. Pardon. Le CIBMTR a analysé de manière rétrospective le traitement de maintenance chez 89 patients contre 301 patients qui n'avaient pas de maintenance. La plupart étaient en première phase chronique et n'avaient eu qu'un inhibiteur de tyrosine kinase, le plus fréquemment le dasatinib. Et vous voyez sur ces différents graphiques que la maintenance par TKI ne semble pas offrir de bénéfices aux patients transplantés pour leucémie myéloïde chronique. À Genève, nous avons une stratégie de tédéplétion partielle au niveau de la transplantation et nous avons greffé 23 patients avec un donneur HLA identique, la plupart avec conditionnement standard par cyclo-TBI et cellules souches périphériques. Vous voyez que l'incidence de la maladie greffe contre aiguë est peu importante, il n'y a pas de maladie sévère et au niveau de la GVH chronique,
il y en a peu également. Par contre, la rechute moléculaire est importante et ces patients ont bénéficié d'immunothérapie adoptive par DLI, plus ou moins associée à des TKI. Et vous voyez que l'incidence de la GVH post-DLI sévère est faible, 6% en aigu et 12% modéré en chronique. Tous les patients sont en rémission moléculaire complète, sauf deux. La survie à 15 ans est de 95%, ce qui est assez intéressant pour ce type de greffe. En conclusion, pour la partie de la leucémie myélique chronique, on a peu de données concernant la stratégie post-transplantation, donc il est difficile de tirer des conclusions. Il semble que la maintenance par des inhibiteurs de tyrosine kinase post-transplantation n'offre pas de bénéfices. Il est possible que dans le cadre de la T-déplétion partielle, un traitement préemptif par DLI plus ou moins TKI puisse offrir une bonne stratégie. Il faudrait effectuer une étude prospective. Et comme ce type de greffe est rare, c'est quelque chose qui risque d'être difficile à mettre en place. Maintenant, on va passer au leucémie lymphoblastique aiguë à Philadelphie positif. Comme vous le savez, les inhibiteurs de tyrosine kinase ont révolutionné également ce traitement en permettant d'obtenir des taux de rémission complète très élevés, que ce soit avec l'imatinib, nilotinib, dasatinib ou ponatinib. Au niveau du graphe, nous avons publié il y a 5 ans des résultats montrant que sur la courbe de gauche, la greffe est toujours utile chez ces patients. Par rapport à la courbe du bas, les patients non transplantés ont une moins bonne survie qui est statistiquement significativement différente. De manière étonnante, la MRD pré-transplantation n'a pas d'impact en post-transplantation, comme montré sur le graphique de droite. Sur cette table, montrant les études prospectives utilisant l'imatinib en post-transplantation, les résultats montrent une survie entre 1 et 5 ans de 80 ou un petit peu moins de 80% sur un collectif qui est faible. L'étude la plus importante a été celle des Allemands de Pfeiffer, publiée en 2013, qui montre que le traitement prophylactique ou préemptif est indifférent et donne des résultats similaires. Concernant les deuxièmes générations en traitement post-transplantation, cette table publiée récemment montre les différentes études rétrospectives 3 ou prospectives 3 également, sur un petit collectif de patients montrant des survies qui sont de l'ordre de 85% à 3 ans, mais un peu plus faible sur les types de chimonie qui est de 70%, 69% à 2 ans. Il semble, basé sur ces études, que les inhibiteurs de tyrosine kinase de deuxième génération ont potentiellement un meilleur effet, en particulier chez les patients en phase avancée pré-transplantation. Au niveau du protocole GRAPH 2014, nous avons montré les résultats de l'analyse intérimaire lors du congrès de l'Européen de l'hématologie l'année passée, en 2019, avec un taux de rémission moléculaire majeur de 80%, une survie à 1 an de 96%, une survie sans progression de 84% et demi. Sur la graphique de droite, on montre que la survie globale sur la courbe rouge est meilleure que celle du graphe 2005. Et c'est possiblement en relation avec le fait qu'on utilise une deuxième génération avant greffe, mais aussi avec une maintenance qu'on n'avait pas utilisée dans le graphe 2005. Quand on compare les études avec le nilotinib, celle du Graal, par rapport à celle des Coréens du MD Anderson avec l'hypersévad et le ponatinib et le JMMA avec le ponatinib principalement, qui n'utilise pas de chimiothérapie et pas de greffe pratiquement,
Les résultats semblent prometteurs. Il faut un peu plus de temps pour savoir si cette stratégie de nilotinib avec chimiothérapie plus greffe et maintenance semble supérieure aux autres stratégies. Ce papier de BBMT 2020 montre des recommandations récentes. On se concentre sur la partie de droite, les patients en MRD négatif et à faible risque. Pour eux, ils recommandent un suivi avec un moléculaire mensuel avec un traitement préemptif en cas de progression. Pour les patients en MRD positif ou haut risque, à gauche, le traitement recommandé est de la maintenance par TKI de deuxième génération, principalement avec un monitoring mensuel jusqu'à 1 an post-transplantation. De notre côté, nous recommandons plutôt une maintenance pendant 2 ans, comme dans l'étude du GRAPH 2014 et du futur GRAPH 2020. Celui-ci est représenté sur ce graphique. L'idée est d'utiliser une troisième génération associée à du blinatumomab. Et pour les patients qui sont en rémission moléculaire complète, on les randomisera en versus greffe versus traitement chimio, immuno et TKI combinés avec une maintenance par blina et ponatinib. En conclusion, pour la partie Philadelphia des positifs leucémie lymphoblastique aiguë, les inhibiteurs de tyrosine kinase post-transplantation semblent avoir amélioré le devenir des patients. Les deuxièmes générations pourraient être plus bénéficiaires, mais on doit attendre les résultats des études prospectives en cours pour le confirmer. Quelle est la place de la troisième génération en post-transplantation? L'étude GRAPH 2020 pourra peut-être y répondre. Il y a très peu de données concernant le traitement préemptif ou prophylactique par DLI dans cette optique et on ne peut pas le recommander hors études prospectives. Et il n'y a non plus pas de données par traitement préemptif ou prophylactique de l'utilisation de blinatumomab ou de l'inotuzumab, et les études prospectives sont attendues pour pouvoir voir si ceci a un bénéfice en combinaison avec les inhibiteurs de tyrosine kinase. Je vous remercie pour votre attention et suis prêt à répondre à vos questions.